Voilà, le débat étant officiellement ouvert, je vous propose de vous rappeler les grandes lignes du programme de notre journée. Après cette allocution du Premier ministre, nous allons avoir une introduction générale sur la justice du XXIe siècle, faire face aux enjeux contemporains, comment les institutions peuvent-elles et doivent-elles s'adapter pour répondre aux demandes des citoyens dans les sociétés démocratiques modernes. Cette première table ronde introductive sera suivie par une table ronde sur l'image de la justice dans l'opinion publique, l'évolution dans le temps et les comparaisons européennes pour voir si effectivement, dans les autres pays, la façon dont les citoyens voient la justice est différente de ce qui se passe en France. Enfin, la troisième table ronde de la matinée aura pour thème « Être magistrat, fonctionnaire de justice et avocat au XXIe siècle, quels défis, quelles perspectives ?» La vision des jeunes professionnels de la justice. Et nous aurons donc le témoignage de 4 jeunes récemment entrés dans la justice qui viendront livrer leur rapport d'étonnement. Le déjeuner aura lieu à 12h30. Je voudrais d'ores et déjà insister sur le respect très important des horaires, notamment pour la reprise des travaux à 14h. Et donc je vous demanderai de revenir et de rejoindre votre atelier vers 13h45, de sorte que vous soyez en capacité avec les présidents et les animateurs des ateliers de pouvoir démarrer dès 14h précisément, de façon effectivement à ne pas perdre trop de temps. Comme vous avez pu le constater, les ateliers sont fortement pourvus en participants et c'est une bonne chose, mais effectivement ça rallonge un peu les délais. Donc merci de respecter cette consigne, 13h45 dans la salle de votre atelier pour démarrer les travaux à 14h. Je vous rappelle que vous aviez tous, en principe, choisi un atelier. Donc, il y a 5 ateliers qui vont se dérouler dans les salles 1, 2, 4, 11 et 12. Pour ceux qui n'avaient pas choisi d'atelier, je tiens à vous préciser que vous avez été affectés de façon un peu directive, mais parce qu'il fallait régler les problèmes d'organisation. Comme on l'a rappelé, vous êtes très nombreux, donc les salles ne pouvaient accueillir, en tout cas certaines, pas le nombre de personnes souhaitées. Donc nous vous avons affectés dans certains ateliers. Pour ceux qui n'ont pas l'atelier dans lequel il doit se rendre, je vous invite à vous rapprocher des hôtesses et du hall d'accueil pour savoir dans quel atelier exactement vous vous trouvez. Voilà, pour la restauration, donc ce seront des paniers repas qui vous seront servis, et également un café. Vous avez dû recevoir une contre-marque ce matin qui vous permettront, ces contre-marques, effectivement, de pouvoir récupérer votre panier repas et puis également de pouvoir avoir un café après ce panier repas. Voilà, je voudrais quand même que Martine Comte et Dominique Lebras souhaitent un succès dans la réalisation de ces ateliers. C'est un travail exigeant et vous avez piloté tous les deux la réalisation de ce travail. Donc, je voudrais que vous donniez quand même à l'ensemble des participants un petit message d'encouragement pour être bien efficace dans les ateliers. Je ne suis pas du tout certaine que les participants aient besoin d'un message de soutien. Je pense qu'ils sont passionnés par notre sujet, que leur présence et leur attention témoignent de l'intérêt qu'ils ont déjà eu, de l'intérêt qu'ils ont et de l'intérêt qu'ils auront pour les sujets que nous abordons. Oui, Madame la garde des Sceaux me permettra de reprendre un mot qu'elle a employé. C'est un pari sur l'intelligence collective de vous tous qui est fait. Nous attendons beaucoup, il a attendu beaucoup de ce que vous direz dans les divers ateliers au cours des différentes sessions. Et toute la réforme reposera sur ce que vous allez pouvoir exprimer de vos attentes, y compris de vos éventuels désaccords, mais c'est fondamental. Cette réforme, elle est faite, elle ne peut se faire que par vous, que par votre intermédiaire et votre prise de position. Alors les débats dans les ateliers seront enregistrés, je tiens à vous le préciser, uniquement enregistrés, pas filmés. Donc merci si vous intervenez de préciser votre nom et votre qualité. C'est pour permettre évidemment la retranscription dans les actes et les incrustations
sur les podcasts, puisque ces séquences enregistrées seront ensuite mises à disposition sur le site Internet. Ce débat entre dans le cadre de la formation continue, donc n'oubliez pas non plus de bien émarger lors de votre entrée à l'atelier, de façon effectivement à permettre la procédure liée à la formation continue. Et puis enfin, à la fin des ateliers, de bien vouloir remplir le questionnaire de satisfaction qui permet, comme c'est d'usage et surtout dans un débat, de pouvoir toujours améliorer la qualité du service rendu, même quand on débat. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette séance où on a refixé le cadre de l'organisation de ce débat public. Nous allons pouvoir maintenant ouvrir notre première table ronde qui s'intitule « Justice du XXIe siècle, faire face aux enjeux contemporains ». Comment les institutions peuvent-elles et doivent-elles s'adapter pour répondre aux demandes des citoyens dans les sociétés démocratiques modernes? Alors j'invite pour échanger sur ce sujet Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, et Fabienne Brugère, professeure de philosophie à l'Université de Bordeaux III Montaigne. Si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour professeur. Voilà, Martine Comte, Dominique Lebras, dans le cadre de votre mission, je vous laisse effectivement échanger avec nos deux intervenants pour cette première table ronde qui durera un peu moins d'1 heure. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Rosanvallon, vous êtes historien, vous êtes philosophe du politique. Vous occupez, comme cela vient d'être rappelé, depuis 2001, la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France et vous dirigez un cours sur la démocratie. Vos travaux portent principalement sur l'histoire de la démocratie et vous avez créé notamment la République des idées qui est, selon vos propres termes, un atelier intellectuel qui organise des forums, y compris sur Internet ou par Internet, sur la vie des idées. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, dont les derniers constituent une trilogie sur la démocratie. L'idée, c'est que les démocraties sont aujourd'hui interrogées sur leurs institutions et que les démocraties modernes doivent instituer de nouvelles formes de légitimité pour répondre effectivement aux demandes des citoyens. Et dans ces demandes, principalement, on trouve l'impartialité et la proximité, qui sont des notions que nous connaissons bien, nous, professionnels de la justice, et qui nous sont chères. Est-ce que vous pourriez, pour l'ensemble des participants et des auditeurs, avoir la gentillesse de définir quel est le contenu pour vous de ces demandes donc d'impartialité et de proximité? Quelle dimension leur donner? Quelle définition vous leur donneriez? Merci de votre présentation, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je suis heureux que la réflexion sur la justice soit insérée dans une perspective plus globale de réflexion sur la démocratie et ses transformations. Nous allons bien sûr parler d'impartialité et de proximité, qui sont deux éléments centraux d'une redéfinition de la légitimité aujourd'hui. Mais pour commencer à parler de la légitimité, il faut rappeler que la légitimité est ce qu'on appelle une institution invisible. On sait bien qu'un pays ne fonctionne pas simplement avec des institutions et des valeurs. Il fonctionne aussi avec ce qu'un grand prix Nobel d'économie, Arro, a appelé des institutions invisibles. Il y a 3 institutions invisibles. Il y a la confiance, il y a l'autorité, il y a la légitimité. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est, dit le sociologue, la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur. La confiance, c'est donc un économiseur d'institutions. C'est un économiseur de contrats. Et une société dans laquelle la confiance se délite, et je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés aujourd'hui, et notamment de la société française, est donc une société dans laquelle
le fonctionnement des institutions, le rapport entre les citoyens, le rapport des citoyens aux institutions est rendu plus difficile. Dire que la confiance, c'est une hypothèse sur un comportement futur, c'est dire que la confiance a une dimension de type cognitif et qu'effectivement, dans une société qui est marquée par les tendances à l'éloignement, les tendances au séparatisme, le fait que chacun vit de plus en plus dans son monde clos, ce qu'on appelait une société d'éloignement, eh bien la défiance s'installe. Et quand la défiance s'installe, les autres institutions ont du mal à fonctionner. Quant à l'autorité, vous le savez bien mieux que moi, l'autorité se définit par le fait de pouvoir agir sans avoir besoin de recourir à la coercition ou à l'explication. Alors bien sûr, on peut dire que le propre des démocraties étant d'être obligé de s'expliquer de tout, l'autorité en démocratie est en elle-même, d'un certain point de vue, atteinte. Il n'y a plus de paroles qui puissent être prononcées sans être discutées. Mais il y a tout de même une dimension essentielle dans l'autorité, c'est le fait du respect d'un travail et d'une fonction. Et je crois que là aussi, cette institution invisible qu'est l'autorité est affaiblie dans notre société. Et si je vais essentiellement parler de la légitimité, il me semblait important de replacer cette question de la légitimité dans ce cadre général des institutions invisibles qui sont toutes défaillantes aujourd'hui. La légitimité aujourd'hui est défaillante. Mais pour bien le comprendre, il faut distinguer trois types de légitimité. Ce qu'on peut appeler d'abord une légitimité procédurale, ce qu'on peut appeler ensuite une légitimité substantielle, puis ce que je qualifierais, et ce sera là l'essentiel de ma réflexion sur ces questions de la proximité et sur ces questions de l'impartialité, une légitimité d'exercice. La légitimité procédurale, c'est, si l'on veut, une légitimité d'autorisation. Cette légitimité procédurale, dans le cadre politique, elle est évidemment donnée par l'élection. L'élection, c'est ce qui donne en quelque sorte un permis de gouverner. Mais qu'est-ce qui a rendu cette légitimité plus faible? Ce qui l'a rendue plus faible, c'est qu'au fond, les qualités qui sont requises pour passer l'épreuve de cette autorisation sont de moins en moins les qualités qui sont requises pour gouverner. Et cet écart qu'il y a entre les qualités des candidats et les qualités des gouvernants est un des grands problèmes contemporains des démocraties. Les excellents candidats ne font pas les bons gouvernants et souvent les mauvais candidats pourraient faire d'excellents gouvernants. Ça, c'est un problème fondamental de toutes les démocraties aujourd'hui. La légitimité substantielle, et vous en savez quelque chose dans la justice, c'est une légitimité qui tient à des qualités intrinsèques. C'est le fait que, en soi-même, on représente quelque chose d'important. Les fonctionnaires, lorsque l'on a peu à peu construit la fonction publique en France, ont été définis comme des représentants de l'universel. Et on a dit, au fond, une fonction publique qui marche bien, c'est une fonction publique qui représente un certain corporatisme de l'universel. Et quand on voit dans la haute fonction publique, et principalement je pense à la haute fonction publique qui est née au lendemain, avec l'invention de l'ENA, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait effectivement une certaine mystique de l'État, un certain sentiment qu'on incarnait l'intérêt général, d'être, je cite là, Simon Nora, qui est un des représentants, avec François Bloch-Lenné et quelques autres de cette génération, qu'on représentait une sorte de sacerdoce, qu'on était une magistrature au service de l'intérêt général, et qu'on était, je cite Simon Nora même, des prêtres du long terme et de l'intérêt général. Voilà ce qu'est une légitimité substantielle. Et cette légitimité substantielle, elle a longtemps été absolument fondamentale dans la justice. Un de mes auteurs préférés est D'Aguesseau, en tant qu'historien des idées des institutions. Je ne peux pas résister à vous citer quelques passages de ses Mercuriales, notamment de sa 9e Mercuriale sur l'autorité du magistrat, dans lequel il écrit « L'autorité suprême et le destin irrévocable
des oracles qui sortent de la bouche du juge font que tout semble l'élever au-dessus de l'homme et l'approcher de la divinité. Il parle et tout obéit à sa voix. Il commande et tout s'exécute. Devant lui tombent et s'anéantissent toutes les grandeurs de la terre. Il voit tous les jours à ses pieds ceux mêmes dont on adore ou dont on craint la fortune. C'est une mercuriale prononcée en 1706 et qui a longtemps été proposée à la méditation de tous les jeunes magistrats. Je ne suis plus sûr aujourd'hui que d'Aguesseau soit lu certainement, mais considéré comme la juste expression de la profession. Je rappelle aussi cette formule célèbre de d'Aguesseau dans une mercuriale consacrée à ce qu'il appelait l'amour de son état. Il disait « Tous ensemble, vous formez ce grand corps de lumière qui réjouit la justice et qui fait trembler l'iniquité. Ce grand corps de lumière, bien sûr, c'est la référence à la lumière, à l'autorité, à la puissance, mais c'est aussi l'idée de corps, car la légitimité substantielle, elle est fondamentalement une légitimité de corps. Elle ne procède pas simplement de l'individu, mais elle procède d'un corps. C'est vrai pour ce corporatisme de l'universel que je mentionnais tout à l'heure à propos des hauts fonctionnaires. C'était vrai aussi, très important, dans ce qu'on appelait dans l'histoire de la législation sociale le corps ouvrier. Et encore aujourd'hui, les règles de la représentation syndicale sont des règles de la représentation qui ne sont absolument pas liées à une forme de délégation, puisque les lois Auroux de 1982 considèrent que le syndicat est représentatif, même s'il n'a aucun adhérent. Donc, cet univers de la légitimité substantielle, il a été très important, dans la justice en particulier, mais on voit qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Donc, il faut trouver de nouvelles voies à la légitimité. Et ces nouvelles voies à la légitimité, elles s'inscrivent dans une troisième définition de la légitimité, qui est la légitimité d'exercice. On voit bien dans l'ordre politique qu'elle est essentielle. On sait que l'élection, maintenant, n'est guère plus que le fait d'être doté d'un permis de gouverner. Mais les gouvernements découvrent que c'est un permis à points et qu'il faut en permanence, quotidiennement, remettre en cause son autorité, sur le fil, au fil des actions que l'on mène ou des réformes que l'on veut entreprendre. Alors, comment appréhender cette question de la légitimité d'exercice ? Cette légitimité d'exercice, elle repose sur le fait que l'on prend conscience du fait que la volonté générale, elle n'est pas simplement exprimée par le moment électoral. Ne serait-ce que pour une raison très importante, c'est que le moment électoral ne met en place qu'un pouvoir des majorités. Et qu'au fond, la démocratie repose tout entière sur cette fiction que les majorités représentent la totalité de la société, que les majorités expriment l'intérêt général. Les majorités expriment, en fait, un intérêt limité. Et il faut donc avoir des formes de représentation de l'intérêt général, des formes de représentation de la volonté générale qui soient plus larges que celles de l'élection. Et c'est dans ce cadre que des institutions et des magistratures jouent leur rôle de plus en plus important dans nos sociétés contemporaines. Ça a longtemps été le cas de la magistrature proprement dite. Mais depuis une trentaine d'années, vous le savez, tout un ensemble d'institutions administratives indépendantes ont été construites sur un modèle qui présente un certain nombre d'analogies. Elles ne sont pas toutes de même nature. Il y en a simplement certaines qui sont des institutions de contrôle. Et vous connaissez bien sûr, vous tous, le rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais en revanche, d'autres institutions indépendantes, comme l'autorité des marchés financiers, la SERP et bien d'autres, sont aussi des autorités qui peuvent infliger des sanctions, qui font appliquer une législation. La complexification de la société moderne a amené à développer ce type d'autorité qui, d'une manière ou d'une autre, essaie de se rapprocher du modèle de la magistrature, mais en même temps qui pose des questions
qui peuvent intéresser les magistrats eux-mêmes. Cela repose sur le fait que la démocratie a deux dimensions. Le mot kratéin en grec, d'ailleurs, ça n'est pas simplement le pouvoir du peuple, conçu de façon générale. Le mot kratéin en grec emporte l'idée de l'emporter sur autrui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en Grèce, le mot démocratie n'a pas été longtemps très populaire. Car la démocratie, ça n'était pas simplement le sage pouvoir de l'intérêt général. C'est aussi, dans une élection, une majorité, en quelque sorte, qui, éventuellement, peut faire violence sur la minorité. D'où la nécessité d'avoir des institutions qui représentent autrement l'intérêt général et la volonté générale. Et comment le représenter ? Eh bien, il y a deux qualités essentielles. Ces deux qualités, ce sont l'impartialité et la proximité. L'impartialité, c'est justement le fait que l'on définit, le fait que l'on est serviteur de l'intérêt général par le fait, d'une manière négative, par le fait qu'on est dans les mains de personnes, que l'on est détaché de tout lien avec autrui. Et c'est dans le détachement que l'on définit l'impartialité. Dans l'histoire des autorités indépendantes, que je pense qu'il est très important de croiser aujourd'hui avec les problèmes posés en général par la magistrature. La première autorité indépendante qui a existé dans le monde occidental, c'est l'autorité de régulation des chemins de fer dans le monde américain. Et cette autorité a été mise en place parce que le président de l'époque, c'était dans les années 1890, Harrison, avait été, juste avant d'être élu, l'avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Donc le Congrès avait dit, mais comment peut-on envisager que l'État fédéral règle les questions de chemin de fer, puisque son président a été le grand avocat des compagnies de chemin de fer. Et donc on a décidé de mettre en place la première autorité indépendante. Il y a deux conceptions de l'indépendance, plutôt deux conceptions de l'impartialité. Une conception que l'on peut dire américaine et une conception que l'on peut dire européenne. La conception américaine de l'impartialité est définie par le fait que toutes les parties prenantes peuvent être représentées. Donc, une institution impartiale aux États-Unis est une institution dans laquelle on représente tous les grands partis. Donc, c'est une définition d'impartialité par le fait que tous sont représentés. Mais la vision européenne, qui me semble bien préférable, et on pourrait expliquer pourquoi la version américaine a des particularités qui en aucun cas ne seraient transposables en Europe. La définition américaine, c'est que personne n'est partie prenante d'un intérêt particulier. Et aujourd'hui, la justice, évidemment, est l'autorité de laquelle on attend le plus cette qualité, l'impartialité. Mais on l'attend aussi, et c'est très important, de beaucoup d'autres institutions aujourd'hui. La deuxième façon de penser l'intérêt général et la volonté générale, indépendamment de l'expression arithmétique et conventionnelle, sous l'espèce d'une fiction qu'on lui donne à travers l'élection, c'est la proximité. Car que veut dire la proximité ? Je définirais la proximité de la façon suivante. La proximité, c'est l'attention à toutes les particularités. Le fait de la proximité, ça n'est pas simplement une notion qu'il faut comprendre médiatiquement, qu'il faut comprendre géographiquement. Si on veut la comprendre intellectuellement, c'est cela. La proximité, c'est le fait qu'une personne ou une institution est attentif à toutes les particularités. Et c'est une autre façon de concevoir la généralité. La généralité, non pas simplement par le détachement des particularités, mais le fait que l'on s'intéresse absolument à tous. Or, aujourd'hui, cette notion de proximité, elle est à la fois extrêmement populaire, mais tout à fait bafouée dans notre société. On appelle proximité la mise en scène médiatique et spectaculaire du fait que des gouvernants ou des personnalités se rapprochent en des moments d'épreuve de personnes et manifestent cette approche par le fait qu'ils apparaissent dans la petite lucarne du journal télévisé. Je pense qu'il faut avoir une définition beaucoup plus exigeante de la proximité. La proximité, elle est une pratique continue. La proximité, elle est une attention continue. Et cette proximité, elle est devenue une qualité d'autant plus importante
que nous avons changé de ce que j'appellerais de régime d'individualisme dans nos sociétés. L'individualisme, il a toujours deux manifestations. Il y a l'individualisme qui isole, l'individualisme qui sépare, l'individualisme qui est un facteur de repli ou d'égoïsme, si l'on veut. L'individualisme, en un mot, de l'atome social. Mais il y a aussi un autre type d'individualisme, plus positif et qu'il faut valoriser. C'est l'individualisme qui exprime la particularité, le fait que chacun souhaite être reconnu dans sa spécificité, que chacun être reconnu dans sa dignité, qu'il soit respecté. Et ces qualités de l'individualisme de particularité, on le sait, sont aujourd'hui une des constitutions de l'individualité moderne de plus en plus importante. Beaucoup de combats pour le droit dans l'histoire se sont menés à travers des combats pour des droits collectifs. Bien sûr, ils continuent à exister et à être essentiels. Mais aujourd'hui, de nombreux combats se mènent aussi pour que la singularité de chacun soit reconnue, soit prise en compte et soit valorisée. Il est évident que s'il y a une institution dans laquelle ces deux qualités d'impartialité et de proximité jouent un rôle essentiel, c'est bien la justice. Mais également dans tout un ensemble d'autres institutions aujourd'hui. Alors je ne sais pas, peut-être que j'arrête là avant de discuter quelles seraient les qualités justement de l'impartialité et quelles seraient les formes de cette particularité, de cette proximité. Merci. Madame Fabienne Brugère, vous êtes normalienne, agrégée de philosophie et professeure de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne à Bordeaux. Et vous avez aussi présidé le Conseil de développement durable installé auprès de la communauté urbaine de Bordeaux pour rendre des avis sur les projets territoriaux, les engagements économiques, sociaux et environnementaux du développement de l'agglomération, ce qui est tout de même original pour une philosophe. Vous avez également publié de nombreux travaux qui portent d'une part sur la philosophie de l'art et d'autre part sur la philosophie morale et politique. Et à ce dernier titre, vous avez publié des livres sur la question du respect, l'éthique du care, qui est un concept qui nous vient des États-Unis, le sexe de la sollicitude, un dictionnaire à l'usage des gouvernés, et très récemment, un petit livre intitulé « La politique de l'individu », ce qui nous rapproche des propos que vient d'avoir monsieur le professeur Rosan Vallon. Dans ce dernier livre sur la politique de l'individu, vous faites le portrait d'institutions qui ne savent plus comment faire face aux demandes des citoyens. Vous rappelez l'expression de Jean Viard qui décrit un pays scindé entre un bonheur privé et un malheur public, un pays qui n'adhère plus à un horizon commun. Et vous défendez l'idée, qui peut apparaître paradoxale, que c'est en reconnaissant les singularités des situations que les politiques publiques peuvent retrouver la confiance des citoyens. Pouvez-vous donc nous expliquer quelle conception de l'individualisme vous soutenez ainsi ? Merci, monsieur le procureur général. Effectivement, on peut se demander aujourd'hui comment les institutions, et en particulier l'institution de justice, peut transformer les individus et leurs demandes et transformer ces individus en citoyens. Et comment on peut réinstituer un monde commun avec la justice, étant donné que c'est un fait social, mais nous sommes une société d'individus. Alors c'est une formule a priori banale, aussi vieille que la modernité, qui ne signifie pas seulement que l'individu est l'unité de base des sociétés, qui aurait rompu avec des légitimités holistes, mais qui affirme aussi que les individus ont le droit de choisir la vie qui leur semble la meilleure pour eux-mêmes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, chacun veut être reconnu comme un individu, c'est-à-dire un sujet porteur de droits et de qualités, mais en même temps, personne ne voudrait être réduit à lui-même ou encore à une pure individualité qui ne serait que solitude, fragilité ou impuissance. Et d'une certaine manière, c'est ce qui définit
le grand paradoxe de nos sociétés modernes. Parce que si l'individu devient une valeur comme singularité irréductible à travers l'aspiration à l'autonomie, à la liberté, et Pierre Rosanvallon a beaucoup travaillé là-dessus. En même temps, l'individualisme étroit, en tant qu'il est synonyme de repli sur soi, est vraiment décrié. En même temps, comment être soi-même, comment être reconnu comme singularité, tout en arrivant à partager un monde commun avec d'autres. C'est quand même extrêmement paradoxal. Et je crois que c'est d'abord dans nos sociétés ce paradoxe, le surgissement d'une perplexité, à savoir que si la société est bien de plus en plus organisée en fonction des attentes individuelles, il reste, en particulier en France, que notre histoire républicaine, habitée par la référence à l'universel, n'aide pas toujours à penser cette émancipation qu'on pourrait dire concrète de l'individu, qui est trop souvent considéré comme destructeur du collectif ou de l'espoir de transformation sociale qu'il peut porter. On sait, avec les travaux d'Alain Ehrenberg, dans La fatigue d'être soi, qu'un nouveau système de normes sociales s'est imposé mondialement et qu'il incite chacun à l'initiative individuelle en l'enjoignant à devenir lui-même. C'est ce qu'on appelle donc le nouvel âge de l'individualisme. On pourrait dire que ce nouvel âge de l'individualisme prend plusieurs formes, qu'il commence bien sûr avec la domination de l'économie de marché, le modèle libéral qui l'accompagne et modèle libéral qui exacerbe la concurrence entre les individus, non seulement dans le champ de l'économie, mais aussi dans le système scolaire, par exemple, et à l'intérieur même, parfois, des structures familiales. On peut identifier plusieurs formes d'individualisme si l'on fait un diagnostic de notre présent. J'en reprendrai rapidement 4. La première, c'est cet individualisme néolibéral reposant sur la performance individuelle, le volontarisme et la diffusion du marché dans toutes les sphères de vie jusqu'à l'intimité. Ce modèle est celui d'une relation d'individu à individu ou de l'individu avec lui-même, ancrée dans l'exigence de rentabilité. La sphère du travail est elle-même réindividualisée à l'aune de cette exigence. Il y a une deuxième forme d'individualisme qui est plus ancienne, qui est un individualisme moral qui valorise l'autonomie et qui commence souvent dans nos vies par la nécessité d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des adultes indépendants, à l'image d'un individu libre, égal à tous les autres. Et on connaît là-dessus les travaux de Louis Dumont, par exemple, qui a bien montré comment cet individualisme est une construction imaginaire occidentale qui s'est faite petit à petit à travers des discours sur l'autonomie individuelle. Et puis, il y a un troisième individualisme qui désigne un rapport à soi sur le mode de l'amour de soi. Et là, l'individu est appréhendé à partir du culte de soi et du développement de comportements narcissiques. On peut en faire de cet individualisme toute une analyse culturelle à travers laquelle sont glorifiés le moi, l'instant, le bien-être. Dans cet individualisme, ce sont les exigences mêmes de la sociabilité et de la coopération qui sont mises en cause, et on sait que c'est un individualisme qui est diffusé, consolidé par le monde médiatique, par la société de consommation et qui est accepté par bon nombre de strates de notre société. Et puis enfin, il y a un quatrième individualisme sur lequel j'aimerais insister, qui se manifeste dans ce que l'on pourrait appeler, avec Jean Viard, la société des modes de vie, et dont le succès réside dans un diagnostic qui est fait
par beaucoup d'enquêtes en France. Et là, je resterai plus spécifiquement sur le terrain français. Les Français, nous disent ces enquêtes, croient au bonheur privé, mais mettent en doute la perspective d'un bien-être public. Ils adhèrent peu à l'idée d'un collectif impersonnel porté par l'État, ce qui est quand même très étonnant dans un pays qui s'est bâti depuis la Révolution française sur un centralisme jacobin unificateur des territoires au nom de la nation française. Mais il y a véritablement une privatisation du lien social qui est analysée à travers ces enquêtes et qui manifeste, ou qui est le reflet, d'une individualisation des comportements. Les individus liés se considèrent comme des êtres singuliers, aptes à choisir leurs liens affectifs ou à trouver leur place dans les réseaux sociaux. Le travail, qui privilégie, lui, une culture hiérarchique, n'est plus le mode d'appartenance privilégié à un groupe. Il s'agit bien, à travers ces modes de vie, de mettre en avant ce que l'on pourrait appeler une sociabilité d'élus contre la communauté nationale. Une telle société pourrait d'ailleurs faire sa devise de la fin du Candide de Voltaire, « Il faut cultiver notre jardin ». Cette société de mode de vie est mise en avant notamment avec les politiques des grandes métropoles aujourd'hui, en France, en Europe, qui insistent particulièrement, sur la mobilité, l'importance de la vie hors travail, les loisirs, le sport, la culture. Donc on voit bien à travers cette classification que l'individu est devenu une valeur du monde social. Mais tout de suite, on doit quand même ajouter que certaines populations, certains individus font l'expérience du mépris social ou de l'impossibilité à compter comme des citoyens. Beaucoup d'individus, malgré la garantie qu'accordent les droits sociaux, manquent des ressources de base qui donnent la possibilité d'une certaine indépendance. Et les difficultés sont d'autant plus grandes que ce présent, un autre présent, selon Robert Castel, dessine deux individualismes qui partagent le monde en gagnant et en perdant. On peut évoquer un individualisme positif qui peut se réaliser à travers les 4 modes d'individualisme que j'ai donnés, où le sujet arrive à s'exprimer dans des cadres adéquats qui lui permettent de se valoriser, de se construire, de s'épanouir, mais aussi, malheureusement, à côté, un individualisme négatif où le sujet n'arrive pas à s'investir subjectivement, n'arrive pas à construire sa vie par défaut de protection. Dans la société française, cet individualisme en creux prend le visage de l'exclusion, du racisme, du sexisme, du chômage, de la précarité, mais aussi de la très grande vieillesse, du handicap profond, de l'enfermement, de la folie. Il s'incarne également dans cette jeunesse qui quitte l'école sans diplôme dans un pays qui survalorise la réussite scolaire. Forcément, la justice est confrontée à ces formes d'individualisme, à cet individualisme négatif, et elle est confrontée aux demandes de singularité, de traitement singulier des individus. Et à cet égard, il me semble qu'il y a une porte d'entrée intéressante, qui est celle justement de la demande de reconnaissance. La demande de reconnaissance qui peut prendre des formes très différentes, celle par exemple des soldats musulmans qui demandent à l'armée française une distribution de portions sans porc, ou celle encore de la décision du tribunal de grande instance de Lille en 2008, où un couple de lesbiennes a demandé et obtenu auprès donc d'un tribunal français l'autorité parentale conjointe sur leur fille. On peut dire qu'il s'agit bien d'actes institutionnels dont l'enjeu est la reconnaissance de l'autre dans sa singularité ou dans son appartenance communautaire, et qu'il se déploie au nom d'un respect égal qui serait dû à tous les membres d'une société, et qu'ils répondent à des demandes de reconnaissance qui s'expriment
par la conquête de nouveaux droits spécifiques. C'est le cas aussi du mariage ouvert aux couples de même sexe. Et la justice est bien porteuse, dans ces cas-là, d'un idéal de reconnaissance intrinsèque. Et donc, un projet démocratique suppose bien aussi de répondre à cette demande d'égalité des individus au nom d'une égalité des voix. Et on ne peut rappeler là-dessus que cette fameuse phrase de Nelson Mandela en 1992, pour les premières élections démocratiques en Afrique du Sud, quand il est candidat à la présidence de la République, un homme, une femme. Un homme, une voix, mais c'est un peu ça aussi. Donc, je crois que cette phrase, elle est particulièrement importante parce qu'elle rappelle que finalement, il y a une nécessité d'égalité des voix qui est une réaffirmation non seulement de l'égalité, mais aussi de la question de la liberté. Et donc, de ce point de vue-là, la justice a vraiment un rôle à jouer dans la manière où elle vaut comme l'instance qui rétablit des droits, mais elle vaut aussi comme l'instance qui en apporte de nouveaux contre toutes les formes d'exclusion ou de mépris social. Et de ce point de vue, ce qu'on appelle les nouveaux délits, que sont le harcèlement, le bizutage, le viol, mais même certaines violences physiques, on peut dire que la justice manifeste alors une reconnaissance qui annule les signes de mépris et rétablit de l'égalité dans des relations très asymétriques. Et cette reconnaissance ne revient pas à fabriquer une identité de victime, ce qui ne ferait que confirmer l'asymétrie entre une victime et un agresseur. Elle ne peut consister que dans un acte de jugement qui sera soucieux de la vie concrète de l'agressé et du fait que chaque situation est différente et que la personne a été niée dans son individualité et que ce n'est pas une affaire abstraite. Et là-dessus, j'aimerais ajouter un dernier élément qui est celui de l'importance du sujet de besoin. Le travail de reconnaissance à travers la justice ne peut s'accomplir que si le sujet de droit n'efface pas le sujet de besoin, c'est-à-dire l'individu en chair et en os, avec bien sûr un problème à circonscrire. En quoi la justice est-elle dans l'obligation de prêter attention à ses besoins pour résoudre au mieux des contentieux? Introduire une analyse des conduites individuelles en termes de référence aux besoins implique une réflexion sur ce que l'on entend par besoin, largement décrochée, bien sûr, de la référence minimale à la nécessité de la survie. Les discussions actuelles en démocratie sur les besoins portent sur un sens bien plus large. Besoin en garderie des parents, par exemple, besoin en logement pour les sans-abri, mais également besoin d'espaces verts ou d'hôpitaux. La sphère des besoins est très large parce qu'elle met en jeu une discussion publique entre des parties qui entrent en désaccord. Il existe une lutte pour l'interprétation des besoins, comme l'a établi une philosophe américaine comme Nancy Fraser. Par exemple, pour les besoins en garderie des parents, si l'on répond « c'est le marché et non l'État qui doit prendre en charge ces besoins », eh bien, on produit une interprétation qui désavantage de nombreux parents pauvres. Donc les besoins relèvent d'interprétations qui s'imposent ou non en fonction des rapports de force, selon le pouvoir d'agir et de se faire entendre des justiciables. Par exemple, s'assurer de la sincérité du consentement dans les règlements de divorce implique une interprétation des besoins des parents, des enfants, pour faire surgir les voix les plus étouffées, les moins dominantes, qui peuvent d'ailleurs tout autant être celles de la femme confrontée à un mari qui la domine, mais qui peuvent tenir également dans la pression sociale et le respect d'identité sexuée qui pousse à confier la garde des enfants à la mère, dont la voix est alors la mieux entendue parce que précisément conforme à ce que l'on appelle les besoins maternels. On pourrait dire de la même manière que les commissions gouvernementales investies par les experts ne posent pas les mêmes besoins que les militants de telle ou telle cause. Et on sait, par exemple, combien AIDS
a fait évoluer le rôle de la justice quant aux droits des patients dans le domaine, par exemple, des maladies chroniques. Et cette association et d'autres ont sans doute permis le surgissement de nouvelles interprétations des besoins dans le domaine de la justice. Donc, en ce qui concerne cette question finalement de la justice en démocratie, je ne veux pas dire, bien évidemment, que tout doit se réduire à la question de la société, des individus. Je ne dis pas que tout doit se réduire, bien sûr, à la question de la reconnaissance, mais je dis que ce présent peut nous amener à considérer peut-être une part, justement, souvent invisibilisée de la justice et qui aboutit à la nécessité de considérer cette figure du sujet de besoin sans la réduire à la question, bien évidemment, de la survie. Merci. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que Martine Comte et Dominique Lebras, si vous avez des questions à nos deux intervenants, et puis après on fera une petite conclusion. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc profitons de la présence de nos illustres intervenants pour éclairer encore mieux du point de vue de la réflexion sur le sujet qui est proposé. Vous nous avez parlé, monsieur le professeur, donc de la reconnaissance des singularités, de ce que vous appelez l'individualisme positif. Est-ce que vous pourriez peut-être développer ce que les institutions peuvent faire, je dirais, pour nous permettre de faire société, selon un des mots que vous employez assez fréquemment? Oui, faire société et être au cœur de la société. Donc je peux vous proposer quelques éléments rapides de réflexion sur les qualités qui sont fondatrices de ce que j'appelle une légitimité d'exercice. La première qualité, c'est ce que j'appellerais la réputation. La légitimité, il faut la comprendre comme un capital. La légitimité, c'est quelque chose d'exercice, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps. Et ce qu'on acquiert notamment, c'est la réputation d'une institution. Mais la réputation, vous le savez, ça se construit de façon cumulative, mais ça se détruit de façon instantanée. Donc toute institution doit bien réfléchir aux règles de sa réputation. Les règles de la réputation, cela veut dire que lorsqu'une faute est commise par un individu, il crée un tort général à une victime particulière. Mais lorsque une personne, membre d'un corps, détruit une réputation, elle provoque un effet véritablement beaucoup plus large. Donc il me semble très important, je ne connais absolument rien du droit pénal, mais il me semble très important de considérer que les délits ou les fautes qui conduisent à la destruction de la réputation d'un corps, quel qu'il soit, ont une importance particulière. Et donc là, il y a certainement une réflexion à engager, même si ça n'est, sur ce point, peut-être pas la justice qui est la plus concernée. Le deuxième élément, la deuxième qualité qui construit cette légitimité, c'est la compétence. Mais la compétence, il faut aussi la comprendre maintenant de façon élargie. Vous savez, il y a deux façons d'être, deux procédures légitimes, c'est l'examen et l'élection. Et bien sûr, pour un corps de fonctionnaires, un corps de magistrats, on met en avant les éléments de compétences professionnelles à travers l'examen ou le concours, ce qui n'est pas le cas partout. Parfois, les magistrats sont élus, à mon avis, à grand tort. À mon avis, à grand tort, parce que justement, c'est un manque de compréhension du fait qu'il faut des légitimités différentes dans le pays. Et si on a une légitimité électorale, eh bien, on va penser qu'on n'a pas besoin de légitimité d'exercice. On s'assied sur la majorité de ses électeurs, on a beaucoup moins le sens de l'intérêt général. Bon, je passe rapidement sur cette question qui est en grand débat dans de nombreux pays, vous le savez, aux États-Unis plus qu'ailleurs. Mais cette question de la compétence, aujourd'hui, vous êtes au premier rang pour savoir qu'il faut la comprendre de façon élargie. Ce n'est pas simplement la compétence acquise à l'ENM, mais c'est aussi le fait d'introduire dans le corps des personnes qui font preuve de compétences acquises dans l'expérience.
partout dans les entreprises, on met en avant ce qu'on appelle les VAE, les valorisations des acquis de l'expérience. Eh bien, je crois que la justice est un très bon exemple de corps qui commence, en tout cas, à mettre en avant cette valorisation d'acquis de l'expérience. Et c'est quelque chose de très important pour la réception sociale d'une institution, me semble-t-il. Troisième élément, et il était au cœur de nombreuses réflexions au niveau du droit européen, c'est qu'une institution doit être lisible. La légitimité, c'est une mise à l'épreuve permanente. Et il faut apporter des preuves de cette impartialité. Je pense que c'est extrêmement important de réfléchir et d'avoir le souci permanent de la mise en scène de l'impartialité. Cette mise en scène de l'impartialité, elle est décisive pour le rapport à la société, et c'est parfois ce qui peut faire défaut. Une quatrième qualité de l'impartialité, c'est certainement l'exercice de la collégialité. Peut-être avez-vous remarqué que presque toutes les autorités administratives indépendantes, en tout cas toutes celles qui ont des fonctions de régulation, toutes celles qui ont une capacité de sanction, fonctionnent sur le mode de la collégialité. C'est-à-dire fonctionnent sur le mode d'une décision qui n'est pas de la nature d'une décision souveraine, qui est une décision délibérée. Et il me semble que c'est quelque chose d'essentiel pour la justice. C'est déjà le cas dans bien des domaines. Mais on sait qu'un certain nombre d'accidents, d'incidents, je ne sais pas comment les qualifier, qu'il y a eu, étaient liés probablement à des défauts d'expérience de jeunes magistrats, mais aussi à des défauts de collégialité. Donc cette question de la collégialité me semble très importante, et comme il y a déjà une pratique de la collégialité dans la magistrature, ce serait même très important que le corps des magistrats apporte sa réflexion sur la collégialité à l'ensemble de la société. Car ces différentes qualités de la réputation, de la compétence, de la lisibilité, de la mise à l'épreuve, de la collégialité, elles sont aujourd'hui des biens démocratiques. Elles sont essentielles pour le fonctionnement des institutions, mais en général des biens démocratiques. Et donc il est important qu'une institution comme la magistrature y participe. Et la dernière qualité, bien sûr, en termes généraux, on dirait que c'est la reddition de comptes, et on dirait la reddition d'activité. C'est-à-dire, pour vous, la reddition d'activité, c'est l'arrêt. C'est la façon dont l'arrêt est rédigé. Voilà, sur tous ces plans-là, je dois dire que moi j'ai surtout réfléchi et écrit sur les autorités administratives indépendantes. Je connais beaucoup moins bien le fonctionnement concret de la justice. Mais il me semble que la justice, en même temps qu'elle réfléchit sur son fonctionnement, sur la restauration de l'autorité, de la confiance et de la légitimité, il est très important que l'expérience qu'elle a de ces différentes qualités soit aussi quelque chose qui ne soit pas simplement discuté pour le corps, mais que ce soit, je dirais, un bien commun de la démocratie. Et que ce soit un bien commun de la démocratie, ce sera faire aussi que l'institution aura plus de centralité dans la société. Et plus de centralité veut dire aussi plus de respect et plus de capacité de remplir son rôle. Merci. Dominique Lebras, une question pour le professeur Brougère ? Une dernière question, en m'excusant auprès d'elle que le temps est encore relativement court qui nous reste, donc je vous demanderai d'y répondre assez brièvement. La justice, Madame le professeur, a particulièrement affaire à des personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Des situations qui peuvent être momentanées, à l'occasion d'une séparation, d'un licenciement, du fait d'être victime de préjudice, ou encore des situations plus pérennes, plus stables pour des personnes en grande fragilité sociale. Et vous prônez une politique de l'individu en expliquant qu'il ne s'agit pas de construire un nouvel assistanat, mais un accompagnement qui rende capable. Vous parlez de capacité. Alors comment distinguer assistanat et cet accompagnement qui rend capable? Donc comment les distinguer l'un de l'autre? Qu'est-ce qu'un accompagnement qui rend capable? Alors, un accompagnement qui rend capable, c'est un accompagnement qui passe par ce que j'ai appelé le soutien. Et donc la question serait la suivante: comment, dans le domaine de la justice, peut-on penser cette notion de soutien? Je préfère la notion de soutien plutôt que celle de protection, parce que avec le soutien,
il s'agit justement de faire jouer la capacité des individus dans les politiques publiques pour éviter, on pourrait dire, la tentation paternaliste de l'abus de protection. Donc une politique de soutien, elle est à visée universaliste, mais elle suppose des rouages d'application déterminés et localisés, ce qui suppose aussi bien évidemment de passer par la figure de l'individu concret. Et j'ai travaillé dans cette perspective à partir des travaux d'Amartya Sen sur l'individu capable et à partir d'une définition de la visée politique qui consisterait à offrir aux individus des possibilités d'action, des possibilités de réalisation de soi ou des possibilités de seconde chance. Après tout, la sortie de prison sous contrôle, on pourrait la penser aussi comme une possibilité de seconde chance. Ce qui suppose des politiques publiques qui s'adressent aux individus et qui prennent en compte ce qu'une personne est capable de faire et de devenir en fonction de ce qu'elle est, en quelque sorte, à un moment T. Alors, cette question des capacités et cette question du soutien, c'est vraiment aussi pouvoir faire jouer l'interprétation des besoins dans les conflits que règle la justice, et c'est considérer que tout se joue à travers, en tout cas que beaucoup de choses se jouent à travers son pouvoir et son exercice par une prise en charge des individus selon leurs capacités, leur pouvoir de vivre et d'agir et selon leur degré de vulnérabilité. Et là-dessus, j'aimerais terminer par deux exemples sur cette idée que finalement la justice doit faire de cette manière-là avec les capacités ou les capabilités des individus et pas seulement finalement avec les statuts. C'est un exemple qui concerne la Colombie et ce qu'on a appelé, même si c'est un univers très différent et très lointain et qui n'est pas du tout régi par le même état de droit, et ce qu'on a appelé les déconnectés, qui en Colombie sont des désaffiliés, des habitants plus précisément de Medellín, et qui sont privés des services publics de base, fourniture d'eau, d'énergie, problèmes de logement, par manque de revenus, mais aussi parce qu'ils habitent des zones à haut risque ou qui se trouvent en dehors du périmètre urbain qui est desservi par les réseaux d'énergie. Et la compagnie qui gère justement l'eau et l'électricité est une compagnie qui fait des bénéfices. C'est une compagnie et par ailleurs, il existe une loi colombienne selon laquelle le fournisseur d'énergie et la mairie ont l'obligation d'assurer l'accès aux services publics élémentaires. Et justement, un groupe de juristes et d'avocats se sont mobilisés à partir de 1993 pour rendre en quelque sorte une dignité économique et sociale aux populations défavorisées de cette partie de la Colombie, en particulier dans le domaine des services publics. Et ils ont mis au point des actions d'accompagnement et de formation pour permettre aux habitants de ces quartiers de défendre leurs droits, de développer aussi des partenariats avec d'autres organisations sociales dans d'autres quartiers, de favoriser l'éducation, l'inclusion sociale. Et je trouve cet exemple particulièrement intéressant parce qu'il valorise précisément la manière dont dont la justice peut valoir comme forme de soutien, comme manière de rendre finalement des individus, on pourrait dire justiciables, d'avoir accès à la justice pour qu'ils puissent après eux-mêmes justement agir et se transformer en individus responsables. De telle sorte qu'il y a bien une vocation de la justice à ce moment-là à réinstituer les individus, à leur réapprendre à vivre et à agir avec les institutions, à dialoguer, à entrer dans des liens de réciprocité. Et j'aimerais conclure là-dessus. C'est une manière aussi de mettre en lien finalement les institutions
Et donc cette institution qui est la justice, avec sa force d'impartialité, de neutralité, avec en même temps la société et les exigences de la société. Et là-dessus, j'aimerais terminer par une référence à Michel Foucault, dans un texte qui vient de sortir, L'origine de l'herméneutique de soi, où Foucault note que la justice, dit-il, est devenue impure. Et finalement, il oppose en quelque sorte une justice qui, entre le XIIIe et le XIXe siècle, aurait cherché à stabiliser un pur système de la loi en rêvant de gouverner les gens au moyen de lois, de tribunaux, d'institutions juridiques, et les sociétés modernes qui ont un usage impur du droit parce qu'elles le complètent par des savoirs issus des sciences humaines, de la sociologie, de la psychiatrie, de la psychologie. Donc j'aimerais terminer sur l'idée qu'il y a finalement une valeur d'usage ou une expertise d'usage de la société qui peut être totalement importante dans votre travail finalement de redéfinition de la justice et de transformation aussi de cette sphère de la justice. Merci beaucoup, professeur Brugère. Merci beaucoup, professeur Rosanvallon. Je vais vous inviter tous les quatre à rejoindre la salle, puisque nous allons pouvoir entamer notre